I'm Julie Lafford, Executive Director for Alumni Engagement at York University. Thank you for joining us today for Francophone African Canadian immigrants in the minoritized Francophone community, des immigrants afro-canadiens francophones au sein de la communauté francophone minoritaire. For today's lecture, there will be simultaneous interpretation in French, English, Spanish, and Mandarin, provided by Glendon students in the Masters in Conference Interpretation program. You can click on the globe icon at the bottom of your screen and choose the language of your preference. There's also closed captioning available in both French and English. You should see both options on your screen and you can select the appropriate button. As this event is virtual and we're not all gathered in the same space, I recognize that the following land acknowledgement might not be for the territory you're currently on. If that's the case, please take the responsibility to acknowledge the current traditional territory you are on and the current treaty holders. The website native-land.ca is a good resource for that. As a member of the York University community, I recognize that many Indigenous nations have long-standing relationships with the territories upon which York University campuses are located, which precede the establishment of the university. York University acknowledges its presence on the traditional territories of many Indigenous nations. The area known as Takaranto has been caretaken by the Anishinaabeg Nation, the Haudenosaunee Confederacy, and the Huron-Wendat. It's now home to many First Nation, Inuit, and Métis communities. We acknowledge the current treaty holders, the Mississaugas of the Credit First Nation. This territory is subject to the Dish with One Spoon Wampum Belt Covenant, an agreement to peaceably share and care for the Great Lakes region. I am personally very grateful for the opportunity to live and work on Treaty 13 land, and for all that I've learned and continue to learn from Indigenous peoples at York University and beyond. Today, we're very excited to partner with Glendon College to deliver a three-part series within the Scholars Hub brand, which is a welcomed opportunity for collaboration and knowledge sharing. For those of you who are new to our Scholars Hub series, this series features discussions on a broad range of topics with engaging lectures from some of York's best minds. Many of the topics are suggestions from you, our audience, and some of you have provided your ideas for topics when you registered for the event or via our various social media channels, so thank you for that. Before we begin, I'd like to give you a quick update from the university. For those of you who may not be aware, I'm happy to share that York safely reopened our campuses last month, and many of the activities that we've missed over the past 18 months, from in-person classes to extracurricular activities to just getting together to chat, have safely resumed. For more details on the most up-to-date university planning information, you can always find them on the Better Together website, which is yorku.ca/bettertogether. Before we begin our events, we like to get to know our audience a bit better with a quick poll. Today's question is, how would you rate your knowledge regarding the topic of today's presentation? A poll should pop up on your screen now. I'll give everyone a moment to respond. Thank you everyone for participating. Merci beaucoup. It's helpful for us and our speakers to have an idea about who's in our audience and the knowledge that each of you have about the topic of discussion for today. If you do need help with the Zoom webinar, feel free to click on that Q&A button at the bottom of your screen and enter your question. Our team is ready to help you in the background. The same button can be used to submit questions for our speakers to answer during the Q&A session following the presentation. And for those of you watching live on Facebook, welcome. Feel free to submit any questions or comments to the comments section for the video on Facebook, and the team will send them our way. Please do note that all of your questions and comments are visible to our panelists and the staff working behind the scenes. We ask that you keep your comments relevant and respectful. I'd now like to welcome the host of today's lecture, Glendon's principal, Marco Fiola. Principal Fiola started his mandate in January 2021, following extensive national and international search. He holds a BA and an MA in translation from l'Université de Montréal, as well as DEA in Language Sciences and PhD in Translation Studies from Université de la Sorbonne Nouvelle. He is a certified translator and terminologist with the Association of Translators and Interpreters of Ontario, and a certified translator with the American Translators Association. Throughout his career, Principal Fiola has been a strong advocate for equity, diversity, and inclusion,
specifically through his award-winning research action work, publications, and community work on intercultural and interlinguistic communications. We're pleased that he is able to join us today as host. Welcome, bienvenue, Principal Fiola. Miigwech, merci. Thank you very much, Julie, for this introduction, and good afternoon, everyone. Welcome to this first Scholars Hub presentation. I'm coming to you live from Glendon campus in the heart of Toronto, at least virtually. Yes, I am on campus, and we've been there for a few weeks now. And let me tell you, it is absolutely as spectacular as you would expect it. Of course, the campus is stunning, but what is even more heartwarming, I should say, is the sight of students, of faculty, and of staff smiling at each other, of course, safely from behind their mask, but still smiling. And happy to be here and happy to be together once again. I'm really happy to rediscover, as it were, a much beloved campus following months of isolation and a few and much needed renovation to the campus to make the space more accessible, more open, more welcoming. We renovated our shared spaces, and we're also renewing our commitment to the values at the base of our institution: language plurality, cultural empathy, decolonization, and social justice. Those principles are the lens through which we strive to do everything we do at Glendon. And it is a commitment to diversity and equity that has been the hallmark of the faculty, and a commitment to always strive to do better and to be better with the world and with each other. Mais, et là je vais passer au français, je sais que vous êtes là non pour m'entendre, mais pour entendre notre cher collègue que j'ai le plaisir et l'honneur de présenter aujourd'hui. En plus d'être directrice de l'Institut Harriet Tubman, Gertrude Mianda est sans aucun doute et d'abord et avant tout une éducatrice, c'est-à-dire une professeure. Elle est professeure au programme d'études des femmes et de genre au campus Glendon. Et ici, le mot éducatrice est pris dans son sens large. Son enseignement, ses recherches se concentrent sur les questions de justice sociale dans la quête d'un monde dans lequel les êtres humains sont traités avec dignité, sans distinction de sexe, de sexualité, de classe, de race, de capacité, de religion et de lieu de vie. Sociologue, féministe et africaniste, la professeure Mianda s'intéresse à la recherche sur le genre, à l'intersection des questions liées au développement, à la mondialisation, au postcolonialisme, à la décolonisation et à la migration internationale. Au printemps 2021, des donateurs anonymes ont créé le prix Gertrude Mianda d'excellence en rédaction. Ce nouveau prix lui rend hommage et encourage l'excellence dans la rédaction d'essais qui abordent l'inéquité raciale. In June 2021, the CEREC, which is I'm trying to think of the acronym in French and in English, le Caucus sur l'équité raciale, the Racial Equity Caucus at Glendon, adjudicated the award, and two inaugural recipients were selected: Esther Judith Flores in the English department and Michaela Nemblar in communications. Aujourd'hui, la professeure Mianda nous entretiendra des immigrants afro-canadiens francophones au sein de la communauté francophone minoritaire, Francophone African Canadian immigrants in the minorized Francophone community. Chers collègues, je vous cède la parole. Merci, Miigwech, Asante sana, thank you very much. Matondo mingi, that is from my Congolese languages. Principal Marco, pour cette introduction chaleureuse. Merci à Mireille et à toute l'équipe qui organise cet événement. I don't see my screen. I don't see, yeah. Okay. Thank you very much for giving me this opportunity to share with you my research on Francophone African Canadian immigrants in the minority Francophone community in Ontario.
In my presentation today, I focus on the lived experience of Francophone African Canadian immigrants of sub-Saharan origin at their economic integration in the minority Francophone community. I examine their employment experience in the Francophone healthcare and education system in the Greater Toronto Area. I argue that they encounter a triple marginalization. The first is due to the fact of living in a minority Francophone community. The second is caused by their race, and the third comes by virtue of their French language accent. Their French language accent is devalued because it is linked to the continent of origin where the French language was acquired through colonization. The problem is that Africans acquire the French language through the colonial education system, which aimed to train them as subalterns to whites. Due to the colonization, the French language is primarily associated with whites. Therefore, in the Canadian society, when it is spoken by Africans, it doesn't carry the same cultural capital weight as French spoken by white individuals. To do my research, I drew upon a decolonial African feminist critical anti-Black racist perspective, as well as the feminist social reproduction perspective. Both are instructive with respect to the experience of Francophone African immigrant women of sub-Saharan origin in Canada. The second. The second slide. Okay. My presentation is threefold. First, I briefly expose the situation of the Canadian labor market in general. Second, I focus on the situation of Black immigrants in the Canadian labor. Third, I turn to the experience of Francophone African immigrants in the Francophone healthcare and social assistance, as well as in the occupation associated with healthcare, especially early childhood in the GTA. First, it's worth mentioning that Francophone immigration is important for the vitality of the Francophone community in the minority situation, as well as for the perpetuation of French language. As you can see, in this first table, the demographic weight of Francophone in Canada is declining. So we can go to the second one to show the population Francophone in Ontario. In both cases, the Francophone population is declining. That is why it's also worth, go to the next. So it's also worth noting that most of the Francophone immigrant population is racialized, as we can see from this table 3 below. Looking at the place of birth of Francophone immigrants born outside Canada in 2016, revealed that Africa is in the top. Europe was the leading continent of origin of French-speaking immigrants in 2011 with 37%. Now, most Francophone immigrants are part of the visible minority, and majority of them are Black, coming from Africa. With the declining Francophone population, one would expect that speaking French
is a cultural capital that should facilitate integration into the labor market for any individual who speaks the French language. But it is not the case for Pero African esto no es el immigrants. caso. It is not the case for African immigrants of No sub-Saharan es el regions. caso por That is los inmigrantes because of their africanos, accent, which differs from the standard accent, which is porque el acento es diferente al as the acento right one. estándar. The standard accent is El acento Québécois, estándar or the accent that is associated es el estándar que se asocia white con un símbolo individuals from cultural. Europe. With that in mind, let us take Con a eso en look mente, at the situation of Blacks and veamos la those from situación Africa de sub-Saharan in las the labor personas market. negras. Professeur Mianda, je vais vous Yes. demander d'attendre simplement je m'excuse d'interrompre votre communication. Nous entendons le son qui vient de la cabine espagnole, j'allais dire, au même moment où nous vous entendons. Oui, Je j'ai pense qu'il y a un entendu. tout petit problème technique qu'on peut régler et dès que ce sera réglé, on va me donner le feu vert, on va vous donner le feu vert pour recommencer. Je m'en excuse. Merci, je l'ai entendu aussi. Alors, est-ce qu'on peut confirmer que le problème est réglé? Just 1 second, please. Ça nous permet à tous de prendre une petite pause, respiration, prendre une petite gorgée d'eau, un petit café. All right, please go ahead and proceed. Thank you. Yeah, examining the Canadian labor market, numbers of scholars have pointed out the fact that it is divided based on race, gender, and class. They have documented multiple obstacles immigrants and especially visible minority groups encounter in the labor Canadian market. Among the visible minority groups, Blacks are the most marginalized. Ainsi, par exemple, comme on peut le voir sur ce tableau, le taux de participation au marché du travail nous donne une certaine indication sur la marginalisation de la population noire sur le marché du travail canadien. Pour l'année 2016, comme l'indique ce tableau, on peut remarquer que le taux de participation des Noirs dans l'ensemble est plus bas et leur taux de chômage est plus élevé comparativement au reste de la population. Et la situation des femmes est encore beaucoup plus dramatique, si je peux le dire ainsi. Dans cette perspective, il est convenable d'examiner la situation de la population immigrante noire sur le marché du travail. Can you go to the next table? The table below on the employment and unemployment rates, as well as on the median annual wages of the Black immigrants population aged 25 to 55 by sex and region of birth are very interesting. As we can see, if we move on to the second one, so we can see that these two tables reveal the division based on ethnicity and gender. Also, they show the fact that within Black immigrants group, those coming from Africa are the most marginalized in the Canadian labor market. Il est aussi pertinent d'examiner maintenant la situation des femmes immigrantes noires, car elles semblent être les plus marginalisées par rapport aux hommes. Les données indiquent que les femmes noires dans l'ensemble sont largement
présentes dans le système de santé et de l'assistance sociale et des occupations reliées aux soins où elles constituent 33%. Mais prises séparément, les femmes immigrantes, prises séparément au niveau de la communauté immigrante noire, 37% des femmes immigrantes noires travaillent dans le secteur de la santé et de l'assistance sociale, comme le revêt le tableau suivant. Can we move to the next one? Ce tableau indique la proportion des femmes immigrantes dans les secteurs de la santé et de l'assistance sociale par pays d'origine en 2016. Quand on peut le remarquer, on peut voir que Haïti, un pays francophone, vient en tête dans les proportions des femmes qui travaillent dans les secteurs de la santé, de l'assistance sociale et dans les secteurs associés aux soins. Si on va plus bas, can we go to the next one? Thank you. Si on va plus bas, on remarque ici, c'est que en jaune, ce sont les pays qui ont la proportion la plus élevée. Et là-dedans, la majorité de pays africains. Et si on regarde sur le plan francophone, nous avons le Rwanda, la RDC, le Sénégal, vient après peut-être le Cameroun. Et du côté africain, il y a le Nigeria qui vient en tête et le Ghana. Ceci pour dire que les femmes, ces tableaux nous donnent une indication sur la présence des femmes immigrantes francophones dont je viens de parler et sur lesquelles je me penche dans mes études. Donc, l'expérience de ces femmes immigrantes, notamment dans la grande région de Toronto, tout en sachant bien que l'Ontario est la province qui reçoit le plus grand nombre d'immigrants francophones hors Québec. À Toronto, les femmes immigrantes francophones se retrouvent largement dans ces secteurs où il y a une demande constante de la main-d'œuvre. Toutefois, leur expérience est marquée par des discriminations qui reposent non seulement sur la race, mais également sur l'accent en français. Normalement, la maîtrise d'une des deux langues officielles est un des facteurs qui facilite l'intégration au marché du travail. Ainsi, la maîtrise du français en milieu minoritaire devrait constituer un capital culturel. Pourtant, pour les francophones immigrants d'origine africaine, la maîtrise du français n'est pas un avantage parce que leur accent est associé à la représentation négative que l'on s'est fait des Noirs africains. Certains chercheurs comme Armand et Dagenet ont fait remarquer que language proficiency and the presence of accent can be used to discriminate based on the negative representations of languages and speakers of those languages. Donc, le français pour les Africains est la langue du colonisateur et l'accent africain est dévalorisé parce qu'il n'est pas associé à la blancheur. Si on peut, can we move to the next one? Si on regarde les francophones immigrants dans les secteurs de la santé, on va voir que tantôt, on voit une grande proportion des Africains, des immigrantes d'origine africaine dans le domaine de la santé. Si on regarde un peu ce tableau, très rapidement, on voit qu'elle constitue 30% de personnes travaillant dans ces secteurs. Alors, can we move to the next one? Des données tirées de ma recherche, the next one. Can we move to the next one, please? OK, quelques extraits tirés de ma recherche donnent un peu... OK, ça ne paraît pas, mais je vais juste tirer à propos de la langue. Une des participantes à ma recherche dit ceci: ils comprennent bien notre accent. Ne pas comprendre l'accent est une échappatoire, car par là, ils finissent par questionner tes habilités au travail, ton savoir est toujours questionné. Une autre abonde dans le même sens. On commence par questionner votre accent en français, mais en réalité, cela voit pour questionner vos connaissances. Et de ma recherche
sur les femmes travaillant dans ces domaines qui montrent que aller travailler à l'éducation à l'enfance ou travailler dans le soin comme préposé aux soins est une façon tout simplement de déqualifier leur capacité professionnelle acquise hors Canada. Et en prenant ici l'exemple de programmes d'apprentissage à temps plein établis au Canada au niveau de la maternelle, qui a été implanté en 2010, on peut voir un peu par l'extrait ici. Quand j'ai obtenu mon diplôme au Collège Boréal, je suis allée travailler comme éducatrice. C'était un travail à temps plein, c'est un travail exigeant mentalement. Vous avez l'impression qu'en tant qu'éducateur, vous n'avez aucun droit. Si l'enseignant ne vous apprécie pas, ça devient un problème de votre accent. C'est un cauchemar. Alors j'ai quitté, je suis retournée à l'université. Une autre abonde aussi pour dire, je travaillais au jardin d'enfants après avoir obtenu mon diplôme du Collège Boréal. C'est un genre d'emploi très instable, car chaque été, vous devez postuler au chômage. S'il m'arrivait quelque chose maintenant, comme être malade, je ne recevrai pas mon chèque. Et la même expérience aussi, on peut dire que ceux qui travaillent comme proposés aux soins, can I go to the next step? Ceux qui travaillent comme proposés aux soins aussi disent, au début des années 2000, je suis allée au Collège des Grands Lacs qui offrait une formation rapide pour le préposé aux soins pendant environ 6 mois. Les PSW, ici c'est en anglais, était le moyen le plus rapide pour moi pour obtenir un emploi et une expérience canadienne. Je suis partie à cause de l'instabilité et de la sécurité. Lorsque Boréal a commencé à offrir le programme sur la petite enfance, j'ai saisi cette opportunité. Une autre qui dit, j'étais aide-soignante en Belgique. Quand je suis venue ici, je n'ai pas pu trouver du travail. J'ai appris par les amis que je pourrais obtenir un emploi en tant que PSW, préposé aux soins. Dès que j'ai commencé à travailler, j'ai été déçue. Je ne travaillais qu'à temps partiel, sans aucun avantage, aucune protection du tout. J'ai quitté, je travaille maintenant dans les nettoyages, j'ai la sécurité d'emploi. En fait, pour dire que les femmes immigrantes africaines, certaines qui vont travailler comme aides-soignantes ou dans l'éducation à la petite enfance, ce n'est pas nécessairement le premier choix. Ils y vont par nécessité parce qu'elles ne trouvent pas du travail sur le marché du travail. Ainsi, elles se déqualifient pour intégrer le marché du travail. L'expérience canadienne devient un des mécanismes qui contribue à entretenir la précarité et à maintenir les immigrantes africaines dans des emplois qui n'assurent pas la stabilité. Les immigrantes africaines, pourtant, les immigrantes africaines assurent le travail de reproduction sociale dans ces sociétés canadiennes. Pour conclure, les immigrantes francophones originaires de l'Afrique subsaharienne sont largement concentrées dans les secteurs de la santé et de l'assistance sociale. Leur expérience révèle une triple discrimination par la race, le genre et la langue. Leur surreprésentation dans ces secteurs met en lumière la division genrée de la migration internationale dans les contextes de la mondialisation. Ainsi, les femmes africaines assurent une part non négligeable pour la reproduction de la vie, alors même qu'elles sont maintenues dans la précarité économique. La pandémie COVID-19 illustre bien ce paradoxe du capitalisme racial. En conclusion, le marché du travail canadien, notamment francophone en milieu minoritaire, est divisé selon une classification hiérarchique, basée sur l'intersection de la race, l'ethnicité et la classe, qui fait penser à la colonialité du pouvoir et du genre. La migration internationale fait ressortir cet aspect à tel point qu'on peut même
évoqué la colonialité de la migration. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Mianda, pour cette communication que j'ai trouvée tout à fait fascinante et à propos parce que vous y apportez un éclairage nouveau et vous apportez même cet éclairage à partir du phénomène de la pandémie. Est-ce que c'est un phénomène qui, d'après vous, pourrait servir soit à exacerber la situation ou à, en fait, améliorer la situation des conditions de travail et les conditions d'intégration des personnes migrantes francophones, des femmes migrantes francophones en milieu minoritaire. Je vous demande, je ne sais pas si c'est... je rappelle aussi à notre auditoire que nous attendons vos questions. Vous pouvez nous envoyer vos questions soit dans le chat ici, soit si vous nous joignez sur Facebook, vous pouvez faire formuler vos questions dans les commentaires sur Facebook et elles nous seront acheminées. On pourra y répondre directement. So I don't know, if you have, what do you think? Is this pandemic phenomenon, is it adding to the problem or is it alleviating the problem? Je préfère être optimiste et dire tout simplement, j'espère que, vu l'ampleur, comme la population se rend quand même compte que ces femmes marginalisées du Sud, puisque on ne peut pas, le système capitaliste ne peut pas délocaliser le service aux soins, alors on amène les femmes du Sud ici pour assurer la reproduction de la vie, la reproduction sociale. Et j'espère que cette pandémie, en mettant tout ceci à la surface, va permettre au monde et aux dirigeants de ce monde de devenir un peu plus humains et d'améliorer les conditions de vie de ces femmes qui, en fait, supportent la vie, entretiennent la reproduction sociale dans les sociétés du Nord globalisées. Merci. Je vais faire appel à votre expérience personnelle un tout petit peu. Dans vos recherches sont absolument fascinantes. Est-ce que vous avez été, d'une part, surprise par certains des résultats de vos recherches? Est-ce que vous avez trouvé exactement ce que vous pensiez y trouver? Et donc, est-ce qu'il y a des résultats de vos recherches qui vous ont un peu étonné? Avez-vous trouvé des résultats inattendus, d'une part? Et d'autre part, est-ce que vous avez trouvé raison d'avoir un peu plus d'espoir pour le futur? Il faut toujours garder espoir pour le futur. Il faut toujours être optimiste, je voulais dire. Vous parlez d'expérience personnelle. Ce qui fait la différence peut-être entre moi et les personnes qui travaillent pour nous permettre de survivre pour cette reproduction sociale, c'est que je peux dire que je suis privilégiée. Je suis dans une position de privilège. Mais comme je dis toujours, peut-être par mes orientations féministes, les personnes privilégiées, la minorité de personnes privilégiées, ce n'est pas là qu'il faut regarder. Il faut regarder la grande majorité, où se trouve la grande majorité. Et la grande majorité, pour le moment, d'après mes recherches sur les femmes francophones immigrantes, c'est que la grande majorité est marginalisée du fait de leur origine. Et quand on met maintenant à cette origine l'accent français, j'imagine que j'ai un accent français, et peut-être dans mon milieu, ça ne m'a pas vraiment marginalisé, mais quand on va dans le milieu de la reproduction de la vie, dans la reproduction sociale, c'est encore un des facteurs qui les marginalise. Alors, bon, ça doit être un capital culturel pour tout le monde, quel que soit le milieu où on travaille. Ouais. Alors, je me dis, bon, j'espère tout simplement qu'on va considérer des Africains comme des êtres humains avec cet accent-là et leur permettre de travailler décemment. Oui, très bien, merci. J'ai une petite question tout à fait fondamentale qui nous est venue de quelqu'un qui nous regarde. Est-ce que vous pourriez nous décrire un tout petit peu cette population francophone, africaine,
torontoise, quelle est-elle en termes est-ce que vous avez des statistiques? Est-ce que vous pouvez nous décrire un tout petit peu quelle est la nature de la population francophone africaine de Toronto ou de la grande région de Toronto? Je vais le dire de façon générale, on dit que Toronto accueille le plus grand nombre de francophones hors Québec. Et c'est qu'on nous dit en majorité, ils ont un niveau quand même au moins de post-secondaire, collégial et universitaire. OK? Et la deuxième génération est encore aussi éduquée. Et elles viennent, cette population francophone, au départ, jusqu'à tout récemment, elle était en majorité composée de personnes de la RDC, de la République démocratique du Congo, qui venaient en premier. Maintenant, le Cameroun vient en premier. Alors, il y a la RDC, le Cameroun, Sénégal, Burundi, Rwanda et Côte d'Ivoire. Mais en tête, pour le moment, je pense que c'est le Cameroun qui a dépassé un peu le nombre en termes de la population francophone. Mais ils sont éduqués, okay? Mais, et aussi, un de fait à signaler, parce que quand on demande aux immigrants, c'est quoi l'immigration? D'abord, une immigration réussie, c'est une immigration qui vous donne l'accès au travail. Et le fait que le français ne leur permet pas d'accéder au marché du travail, on voit le transfert du français vers l'anglais. Donc, la deuxième génération a tendance beaucoup plus à aller vers l'anglais et les parents se disent, avec nos gros diplômes, avec notre français, on n'est pas allé très loin dans cette société franco-ontarienne. Alors, autant donner l'opportunité à nos enfants de maîtriser aussi bien l'anglais que le français. Et dans ce sens-là, je pense que si on veut, si l'idée est de pouvoir perpétuer la langue française en situation minoritaire, on devrait permettre à améliorer l'accès, enfin, la situation économique des immigrants francophones. C'est pas un peu paradoxal, d'après vous? On nous dit qu'il y a une grande pénurie de main-d'œuvre bilingue en Ontario, alors que nous arrive, comme vous dites, la plus grande part de migration francophone hors Québec se fait en Ontario, à plus forte raison dans la métropole, ici à Toronto. Comment se fait-il que cette ressource-là soit en très grande demande et que d'un autre côté, on trouve justement une absence de débouchés, est-ce qu'on pourrait l'appeler comme ça, ou plutôt une espèce de fermeture à cette intégration des francophones africains? Je pense qu'on pourrait toucher au nerf de la question, mais d'après vous, est-ce que c'est vraiment une question d'accent? D'abord, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un accent franco-africain ou d'un accent français? Donc, c'est un accent qui n'est pas, j'allais dire, franco-ontarien de longue date, mais est-ce que tout le monde a un accent? Moi, j'ai un accent, je suis québécois d'origine, donc je pense que ça s'entend encore. Donc, qu'est-ce qui fait obstacle justement à cette intégration? Une réponse courte et directe, le racisme. Donc, c'est plus que l'accent. C'est plus que l'accent. C'est la personne, c'est cet accent incarné dans une... L'accent est une échappatoire, comme une de mes participantes a dit. L'accent, en fait, est une échappatoire pour venir questionner tes connaissances. Mais quand on questionne tes connaissances, on ne questionne pas, par exemple, les connaissances, excusez-moi de les dire, des Blancs, mais on questionne les connaissances des Noirs. C'est qu'il y a un lien entre race et connaissance et on utilise l'accent comme un prétexte pour dire vous n'êtes pas capable parce que vous êtes noir. D'après vous, professeur Mianda, est-ce que c'est un phénomène qui est propre à l'Ontario ou est-ce que ce phénomène-là se vérifie exactement, par exemple, dans une province francophone comme le Québec ou au Nouveau-Brunswick où il y a dans une province bilingue? Je pense que ça se vérifie partout et même peut-être aussi avec de différences de contexte. Puisqu'en Alberta, il y a une étude, si je me rappelle du nom très bien, mais je sais qu'il y a une étude sur l'accent français en Alberta. Et là, vous allez voir une différence. L'accent standard
et toujours l'accent québécois, et après l'accent des autres Blancs, et après l'accent des Africains qui sont même en bonne posture que les Franco-Albertains. Donc, il y a une hiérarchie des accents, il y a une hiérarchie phonétique Ouais, ouais, dans tout ce phénomène-là. ouais. Ouais. Et ce n'est pas seulement pour la langue française, hein, c'est aussi la même chose quand les Africains anglophones parlent. Il y a une étude de, je pense, c'est Greece, j'oublie les noms, mais en Colombie-Britannique, je pense, où les Africains anglophones ont des problèmes d'accéder au marché du travail, même d'accéder au logement à cause de leur accent anglais qui n'est pas accepté comme un accent standard. Standard. Mm-hmm. Mm-hmm. I'm going to switch to English. I have one question in English from graduate student, a graduate researcher, asking how can we gather further information about this issue, and are there some findings that point to solutions from your research? It's a little bit connected to what I said earlier about where do you see glimmers of hope, and what kind of focus, if you were to encourage a young researcher to focus on this type of research, where would you send them? What would you advise them to look into? Actually, I think there is so many calls of project that has been sent out by SHOC first, and then by, how do I say it, IRCC, Immigration, Refugee, comment est-ce qu'on traduit ça? IRCC. Immigration, refugee, citizenship, ouais. and yeah, that's right, Yeah. Citizenship Canada. Yeah, I think they have sent out so many calls for funding for researchers who aim to work on that issue. So I think there is a lot of opportunity for you to explore the issue furthermore. And for those of you who have not guessed it, Professor Mianda is a very generous person. If you want to contact her and ask her further questions about her research, I could have mentioned there's a long list of publications I could send you to. I could make recommendations. If you want to read more about her work, her work is out there. She has published several articles on the topic. I'm at 12:43. And I'm guessing that we've reached the end of the time that was allotted to us. I want to thank you, Professor Mianda. Always a pleasure to hear you speak. Always a pleasure with an accent or without an accent. I would listen to you all day long. Thank you for your presentation. It was really interesting, really informative, enlightening, and you're doing very important work personally, but also at the Harriet Tubman Institute at York University. Thank you very much. I also want to take this opportunity to thank York University Alumni Relations for this partnership. We're going to have more presentations like this one from Glendon and from other faculties as well, but we're very happy to have been here having in premiere mode this today. And I'm going to thank everyone for listening. Thank you very much to our interpreters who are working really hard in the booth. Sometimes we forget the interpreters. Thank you very much. And I'm turning it back to Julie. Thank you very much. Thank you, Principal Fiola. Thanks for taking the time to host today's lecture. And Professor Mianda, merci beaucoup pour votre présentation informative et éducationnelle. Thank you so much for spending your time with us today. I appreciate you sharing your work with us. I'd also like to thank and acknowledge the interpretation team, as Principal Fiola did too, who supported today's lecture, your students in the Masters of Conference Interpretation at Glendon, and their service today as part of the experiential learning that the program offers. Before we say goodbye to the audience, thank you all again for taking the time to join us. We have one last poll question for you. How would you rate your knowledge of today's topic following this discussion? It should pop up on your screen now. Please take a moment to respond.
As I mentioned earlier, there will be 2 more Glendon Scholars Club partnership events. On December 8th, we will present Video Gaming for Good, Play in the Pandemic, découvrir les bienfaits des jeux vidéo durant la pandémie. And on March 30th, 2022, Populism, Legality, and the Politics of Diversity in Canada. Populisme, l'égalité et politique de la diversité au Canada. Scholars Hub will return next week on October 27th with Dr. David Weitzner, Assistant Professor of Management in the Faculty of Liberal Arts and Professional Studies, who will present Arts Venues Hold the Key to an Innovative Society. For more information about these events or any of our other events, please visit our website, yorku.ca/alumni events. As always, thank you for being here with me, and be well.